Ahlan wa sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi en direct de Canal Algérie. Quel plaisir d'être parmi vous en cet après-midi, comme vous le savez, tous les dimanches ensemble pour partager, j'espère, un superbe moment en compagnie de nos invités. Alors comme vous le savez, nous avons aussi des invités, c'est toujours très diversifié dans notre émission, des personnalités qui nous font l'honneur d'être parmi nous cet après-midi. Nous avons avec nous Vera Aït-Tahar qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là. Merci d'être là, Madame Vera Aït-Tahar. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir invité et j'ai un plaisir d'être là. Alors, c'est un plaisir, Vera Aït-Tahar. Vous êtes connue, vous êtes fameuse dans les grands orchestres de l'Orchestre national de musique classique, sous la houlette de Monsieur Amin Kouider. Vous avez donc fait un travail extraordinaire autour de la musique classique universelle. Vous-même, vous êtes venue quand même assez jeune à Alger, donc vous êtes installé dans cette terre, vous avez épousé un Algérien, vous avez des enfants merveilleux, donc deux garçons et une fille que l'on embrasse cet après-midi. S'ils nous suivent, en tous les cas c'est certain qu'ils doivent suivre l'émission, ça c'est certain. Donc en tout cas c'est un plaisir pour nous de vous avoir. Il faut savoir également que Vera Aït-Tahar est ce qu'on appelle premier violoniste de l'Orchestre symphonique national. Elle est professeure de violon également au Conservatoire d'Alger. Elle est donc une personne, elle est bien sûr russe, et de la région de la Volga, n'est-ce pas? Oui, voilà. Région Volgograd, la ville Volжский, qui est à côté de la fleuve Volga, très célèbre et très, bien sûr, très large. Qui ne connaît pas le fleuve, Comme ce fameux fleuve de la Volga. Et donc, nous, vraiment, on est très contents de vous recevoir, Merci, Vera. merci. Ça fait combien d'années que l'on vous accompagne dans vos concerts, dans vos activités, et c'est un plaisir de voir toute cette évolution et toutes ces belles choses que vous faites. Merci beaucoup. Ça fait 34 ans que je suis là. J'ai terminé mes études en Russie, mes études supérieures au Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Et je suis venue ici directement avec mon mari, M. Rachid Aït-Tahar. Que l'on salue cet après-midi. Oui, on le salue et il m'a ramenée ici. Oui. Et j'essaie de donner mon savoir aux Algériens. Oui. J'aime cette terre qui m'accueille et je travaille. Je suis premier violon de l'Orchestre symphonique d'opéra et je suis professeur de violon à l'INSM, l'Institut supérieur national de musique. Je suis très contente, je suis heureuse. Ah ben, nous le savons, vous êtes aussi très contente et très heureuse. Et justement, aujourd'hui, puisque vous êtes parmi nous, connaître aussi votre arrivée à Alger, en Algérie, vous vous êtes adapté, votre vie en Algérie, donc les choses se sont faites avec une certaine harmonie. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Algérie pendant 34 ans. Alors, quand je suis venue ici, j'ai commencé à travailler un tout petit peu avec des chefs d'orchestre dans les concerts qui étaient organisés. Alors, c'était le premier chef d'orchestre que j'ai connu, c'est M. Abdelwahab Salim. Oui, et voilà, Allah yarhamou. Et dès qu'il y avait un décret de création de l'Orchestre symphonique national en Algérie, on a commencé à travailler avec lui. On faisait des beaux programmes et après, malheureusement, il nous a quittés. Et en 2001, c'est M. Bouazzara qui est devenu le directeur de l'Orchestre symphonique national. Et moi, j'étais toujours premier violon de l'orchestre. Alors, on a fait un bon parcours. Et je salue M. Bouazzara d'ailleurs aussi. Et avec lui et qui a fait un grand travail, on a pu visiter 46 wilayas d'Alger. Et je me rappelle, avec le bus, vous partiez en équipe, donc c'était toute l'équipe de l'orchestre qui sillonnait l'Algérie. On était des amis, on est des amis déjà. Presque une famille, on va dire. Une famille, c'est vrai, absolument ça. Et on partait en bus dans les autres villes et on a eu notre public qui était émerveillé. Et maintenant, c'est des grands souvenirs qui restent.
Et c'est dommage qu'à un certain temps, notre orchestre il est parti à l'opéra. Oui. Mais c'est un autre univers. Tout à fait, un autre, tout à fait, voilà. tout à fait. Alors nous allons voir, si vous le voulez bien, des photos hein, que vous nous avez aussi Ouais. sélectionnées pour notre émission. Vous avez sélectionné aussi des photos de vous. Il y a également une vidéo également que vous avez aussi sélectionnée. Mais nous allons commencer à voir déjà les photos que vous nous avez proposées. Donc, arriver à Alger, découvrir l'AKP Alger, qu'est-ce que ça vous a fait les premières années de votre présence à Alger? Vous étiez où, dans quelle région? J'étais à Alger, à la D'accord. capitale. Je ne connaissais pas la langue et c'est au sein de ma famille, ma belle famille, que j'ai appris la langue arabe Oui. avec ma belle-mère. Et j'ai appris français, bien sûr, au travail, tout doucement, tout doucement. Premier temps, je pensais que je ne vais jamais arriver de m'exprimer, mais finalement, tout doucement, je m'exprime en français, je m'exprime en arabe, نهضر Ouais. بالعربية كي نروح برا كي voilà نشري حوايج نشري فكية etc. Oui. Voilà. Voilà. Oui. Alors, ça fait Non, plaisir. mais vous parlez très bien. Hein. Je ris parce que je suis admirative de votre arabe, de votre derja, parce que c'est la derja que vous parlez. Mais il faut connaître la langue dès qu'on vit dans le pays. Il faut se débrouiller parce que sinon on est un peu handicapé, si vous voulez. Mais vous savez, là on vous voit dans avec votre orchestre, enfin tout le groupe, l'orchestre symphonique national. Oui. Vous avez fait beaucoup de tournées, beaucoup de sorties. On vous voit majestueuse, comme toujours. Hein, et c'est quand même très important. Il y a tout un rituel dans la présentation d'un orchestre symphonique. On salue le premier violon de... Non, vous savez... C'est tout un rituel, c'est tout un langage, j'allais dire, de musique, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bon, toute ma vie, je voudrais être toujours leader. Ah. De toutes les façons, en tous les cas dans la musique. Alors être première, ça signifie quelque chose pour moi. Et je trouve que je suis sur ma place. Alors, quand on est premier violon, c'est le chef d'orchestre qui vient, il salue. C'est ça. Oui. Le premier violon, mais ça veut dire, il ne salue pas que premier violon. Le premier violon, c'est symbole de l'orchestre. Alors, il salue le premier violon comme si qu'il salue tout l'orchestre. Très bien. Voilà, ça fait plaisir et puis ça fait toujours plaisir après jouer. Après, quand le chef d'orchestre il a salué l'orchestre et il est monté sur le podium et il faut le répondre. Oui. Et ça c'est le plaisir de partager tout d'abord la musique avec les musiciens et chefs d'orchestre et ensuite partager, en même temps partager avec le public. Et quand il y a une bonne réaction du public, on vous voit aussi avec votre époux également, oui, hein, voilà, n'est-ce pas, voilà. M. Tahar qui est avec vous, qui est lui violoncelliste. C'est le groupe de l'orchestre, oui, c'est musicien de l'orchestre. Oui. Oui, elle avait belle époque. Oui. Ouais. Avant confinement, n'est-ce pas? Pardon? Oui, avant confinement. Oui, au mois de mars, c'était arrêté, malheureusement. Mais espérons que ça va reprendre, parce qu'il faut que ça reprend. Bien il faut sûr. que l'orchestre il renaît et ça nous manque. Ça nous manque à nous tous, c'est le public. Mais vous savez, pour l'instant, nous devons respecter toutes ces règles de distanciation, contre la Covid-19. Et il faudrait qu'on s'arme de patience. Vous voyez, donc même nous, ici dans le studio, nos caméramans sont tous avec leur masque. C'est important que l'on porte le masque, que l'on mette le gel hydroalcoolique, que l'on soit aussi très conscient de ce qui se passe. Parce qu'il faut savoir que nous avons aussi des personnes qui décèdent et cette pandémie est terrible. Elle est vraiment terrible. Donc, on tenait à en parler aujourd'hui parce que nous vivons encore cette crise sanitaire. Là, nous vous voyons avec Abdelwaheb Salim. Oui. Je voulais toujours jouer solo, bien sûr, avec l'orchestre. Et voilà, c'était, je crois, Tchaïkovski, Sérénade mélancolique, que j'ai joué sous la direction de M. Abdelwaheb Salim. Qui était un grand monsieur. C'est un grand monsieur passionné et qui aimait la musique, qui aimait l'orchestre, qui aimait diriger. Alors, ça fait très plaisir de
se souvenir de lui, de cette Bien sûr, personne. bien sûr. Et puis par la suite, on a joué, on travaillait avec, beaucoup avec M. Saouli, Rachid Saouli. Oui. Voilà. Et bien sûr, grâce à M. Boisard, on a travaillé beaucoup avec les chefs d'orchestre étrangers qui étaient invités. Et ça nous a enrichi énormément, les musiciens. On a travaillé des beaux programmes qui étaient ramenés, qui étaient proposés par les chefs d'orchestre. Alors, j'ai eu le plaisir de travailler avec M. Nayer Nagy, chef d'orchestre égyptien. Oui, oui. Et j'ai joué concerto de Mendelssohn avec lui en solo. C'est inoubliable. Et puis, M. Vladimir Sheiko, chef d'orchestre ukrainien. Aussi, j'ai joué concerto de Mozart en solo avec lui. Et puis, on a travaillé d'autres programmes. C'était toujours un plaisir. Et, ça nous a fait notre vie, c'est notre vie. Et surtout que les dernières années, il y avait beaucoup de concerts. Absolument. À l'Opéra d'Alger, Oui. énormément de concerts qui se déroulaient, de musique classique universelle. Oui. On a vraiment, c'était des moments extraordinaires et j'espère que toutes ces belles choses vont revenir très Il ne faut très pas rapidement. oublier le ballet Oui. de Tchaïkovski, Lac des Cygnes. Ah Alors, oui, ah oui. c'est Non, non. un événement inoubliable. En Algérie, pour la première fois, le public ne savait pas où prendre les billets, comment assister. Et ce n'est pas tout le monde qui voulait assister, finalement, était présent. Alors, espérons qu'encore une fois, on aura cette occasion de présenter le ballet, de présenter des beaux opéras et surtout opéras qui Oui. étaient créés, opéras qui étaient construits par les Chinois et ils ont donné cet opéra, ils ont fait comme cadeau Oui. cet opéra pour les Algériens. Alors il faut qu'il y aura un orchestre qui va vraiment faire des opéras. Oui, Voilà. ouais, tout à fait. Il faut Voilà. produire de véritables C'est ça le but. opéras. Oui, tout Voilà. à fait, tout à fait. Et c'est aussi le but de pouvoir aussi profiter au maximum de cet espace, recevoir Oui. également d'autres orchestres, Voilà, s'enrichir Absolument. énormément. Vous-même, D'autres orchestres, d'autres chefs d'orchestre, Tout à fait. enfin différentes activités. Oui, et c'est important parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir ce bel espace qu'est l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïh, qui se trouve à Ouled Fayet, c'est un espace magnifique où nous avons apprécié Il est un peu oublié énormément. Ben oui, avec le confinement, Voilà. malheureusement, on ne peut pas. Mais on espère qu'on puisse retrouver cette vie d'antan. Espérons, mais moi personnellement, je pense qu'il faut un peu sortir de ce tabou parce que maintenant on est tellement dans la peur, on est tellement dans le stress. Mais je constate que des autres pays et des autres théâtres, peut-être ils ne travaillent pas comme avant, mais ils font des concerts, des spectacles. Je vous assure que j'ai des échos et des informations que les gens ils viennent. Ils ne restent pas Oui, à le côté, respect de la distanciation. mais il y a des activités, il y a des pièces théâtrales. Ma soeur, elle m'écrit que voilà, j'étais au théâtre, j'étais là, j'étais par-ci, par-là. Et il y a des amis musiciens qui écrivent, voilà, on a travaillé là, on a fait ça. Alors pourquoi ici en Algérie, on a tellement peur? Il faut sortir de ce tabou et essayer de trouver les moyens de vivre, parce que si on va continuer comme ça, on va attendre encore 3e, 4e, 5e vague, alors on ne va jamais travailler. Moi, j'ai peur de ça. Bah, écoutez, j'espère Voilà. que ça va pas se passer, que ça va très bien se passer. Puis votre message est lancé. Hein. Voilà. Pourquoi pas? Il faudrait aussi pourquoi pas, oui. que la population respecte aussi. Oui. Qu'il y ait un grand oui, respect c'est pas difficile. de toutes ces règles de discipline. Il faut être discipliné. Voilà, il faut s'organiser. Il faut faire intelligemment des choses et on peut aller. Très bien. Et voilà, de retour dans notre émission, notre Algérie, encore une fois, marhaba bikoum ya l'hbab. Ravi de vous retrouver. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, voilà, nous sommes avec notre invitée de cet après-midi, la première invitée d'aujourd'hui. Il s'agit de Madame Vera Eytaher, qui est premier violon de l'Orchestre symphonique national, professeur au Conservatoire d'Alger, passionnée par la musique classique universelle. Vous êtes de Russie, on le disait, dans la région de la Volga, tout près du fleuve, ce fameux fleuve de la Volga, et parmi nous aujourd'hui. Et vous nous disiez justement cet amour que vous avez pour la musique classique universelle est intense, et toutes les activités
que vous avez vraiment participé à pas mal d'événements ici dans la capitale et à travers toutes les wilayas d'Algérie avec M. Bouazara, notre ami M. Bouazara, que l'on salue cet après-midi, à qui on rend hommage parce que vous aviez à ce moment-là un bus qui était le vôtre aussi, hein, et vous cheminiez avec, voilà, c'était ça, il appartenait à l'orchestre symphonique et vous faisiez des tournées extraordinaires. L'Opéra d'Alger a ouvert ses portes, énormément de rendez-vous vous avez donné, de très très beaux rendez-vous, et aussi sans oublier ce concert où vous avez repris les bandes annonces de films. Ah oui, d'accord, c'était un beau concert. C'était un très très beau concert. Oui, oui. Entre autres, hein, de tout ce qui s'est fait. Hein. Oh là là, Bien des sûr. hommages à Chopin, à Verdi, à Beethoven et à tant d'autres. Mais aussi cette reprise des films, la bande originale de films était aussi formidable. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Donc c'était aussi un très très beau souvenir que je garde comme ça en tête, sans oublier les autres rendez-vous qui étaient fabuleux. Eh bien, vous savez, c'est vraiment fabuleux que le rendez-vous, il y avait. Il existait. Alors, il faut avoir dans la vie le but. Il faut avoir la passion, si bien sûr, voilà, il faut avoir le but et il faut aller vers ce but-là et penser aux moyens. Alors, chaque fois quand je jouais dans l'orchestre symphonique, on a eu les solistes, on a eu des musiciens, et chaque fois je me disais, voilà, avec celui-là ou avec celle-là, je pouvais faire un concert. Oui. Et chaque fois, je me suis attachée à cette personne, je lui proposais quelque chose, et grâce à telle ambassade ou à tel centre culturel, comme par exemple l'ambassade de l'Autriche ou bien centre culturel d'Italie, on pouvait organiser les concerts. Alors je suis très 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 contente que j'ai travaillé avec plusieurs musiciens et qui jouaient différents instruments. Alors, une fois après avoir joué solo Rondo Capriccioso, introduction Rondo Capriccioso de Saint-Saëns sous la direction de Amin Kouider, il est venu chez moi après le concert, monsieur l'ambassadeur d'Autriche. Michael, j'ai oublié son nom. Il s'appelait Michael. Il m'a proposé de jouer un concert en solo avec une pianiste autrichienne, Emma Schmidt. Alors c'était un événement inoubliable. Elle est venue, on a travaillé. C'est toujours enrichissant, c'est toujours intense. Ah toujours oui, la plus belle des richesses, c'est voilà. cette richesse humaine, cet échange d'expériences. Humaine et professionnelle. Et professionnelle, surtout. bien sûr. Et musicale surtout. Voilà, Oui, c'est un oui. voyage musical. On va voir une de vos vidéos d'ailleurs. On va découvrir une de vos vidéos que vous nous avez aussi donc sélectionnée. Merci.
vous étiez en Russie, c'était en janvier 2020. Oui, oui. C'était le concert en Russie, dans une galerie d'art de Zurab Tsereteli, qui se trouve à Moscou. C'est une grande galerie très célèbre et j'ai eu la chance de jouer là-bas devant ces tableaux qui m'inspiraient, qui me suivaient. Oui. Voilà, et devant un public qui est venu, devant beaucoup de vieilles personnes qui sont venues spécialement d'apprécier la musique dans cette galerie. C'est un moment intense et en plus c'est intense parce que j'ai joué avec un magnifique pianiste qui est professeur au conservatoire à Moscou. Il est professeur de piano, Vitaly Yegorov. Et il est jeune et magnifique, il joue magnifique le piano. Et c'est un cadeau du ciel quand vous travaillez avec un accompagnateur pianiste qui vous comprend. Quand il y a cette collaboration, et il ne faut rien dire, il faut seulement montrer et la personne est là, il te suit. Et aussi, bien sûr, j'ai compris que c'est même école et que c'était un test, enfin, pour moi. Parce qu'à un certain temps ici, quand il y avait des signes noirs, quand il n'y avait rien du tout, quand on cachait nos visages et on cachait nos instruments dans des sachets de poubelle, pardon. Alors, ce temps-là, j'ai commencé de me demander, est-ce que j'ai pas perdu des repères, dans quelle partie de l'archer je dois jouer, et peut-être je connais rien du tout déjà. Ça veut dire c'était absolument, on était absolument jeté dans un autre monde et on commençait à perdre la plateforme. Et quand je suis revenue jouer à Saint-Pétersbourg, au conservatoire où j'ai fait mes études, c'était en 2016, grâce à une professeure de piano que j'ai eue quand j'étais étudiante. Et une fois, j'ai joué avec Francesca Romana Di Nicola ici, ça veut dire 2 fois j'ai joué. C'est une harpiste italienne, on a donné 2 concerts. Et dès qu'on a parlé avec elle, on a découvert qu'on connaît une personne, Larissa Grabko. Et il m'a dit, Larissa Grabko, ben, c'est une grande personne. Et ma mère, qui est peintre, il la connaît. On est parti en Saint-Pétersbourg, et etc., etc. Alors j'ai dit, eh ben, donne-moi les coordonnées, je vais la rejoindre. Elle m'a donné les coordonnées, je l'ai téléphoné, on s'appelait et il nous a organisé, c'est Larissa Grabko, professeure de piano jusqu'à présent, il nous a organisé le concert au Conservatoire de Saint-Pétersbourg avec Francesca. C'était un moment aussi très fort. Et là-bas, c'était un test pour moi aussi. Je me suis dit, moi, c'est un test. C'est passé merveilleusement. Il y avait aussi beaucoup de public et ils étaient russes. Alors, j'étais bien inspirée. C'était un très bon concert. Et puis, j'ai donné un concert dans ma ville natale, Volsky, aussi dans une galerie d'art en 2017, juste par la suite. Et maintenant, en 2020, j'ai donné un concert à Moscou. C'est un rêve. J'ai travaillé avec les musiciens russes. On a travaillé, et aussi, on a travaillé un beau programme très varié. Et aussi, c'était pas facile parce que je devrais être dans les trois emplois, si vous voulez. Je jouais solo, j'ai joué en trio, violon, cello, violoncelle et piano. Et j'ai joué dans un quatuor. Et tout ça, c'est les formes de la musique, musique de chambre. Voilà. Et c'était pas facile de tout de suite se repérer et se sentir comme ça, ou bien comme ça. C'est des moments très, très fins. Mais j'ai eu un plaisir de rencontrer des musiciens et de travailler vraiment grande musique de Brahms, de Rachmaninoff. C'est inoubliable. Alors, cette vidéo, elle était de la Russie. Bah, écoutez, c'est formidable. En tout cas, nous, on voulait que vous soyez des nôtres aujourd'hui, Vera et Tahar, parce que vous apportez aussi beaucoup, et à nous tous, et à votre courage, parce que vous avez de la détermination. Vous avez aussi beaucoup d'amour pour l'Algérie. Vous avez aussi beaucoup d'amour pour l'art et pour la culture et pour la musique classique universelle. Et on est vraiment heureux de vous avoir reçu aujourd'hui. C'était un véritable plaisir, en espérant vous retrouver une autre fois.
Merci beaucoup. J'espère que vous allez penser à moi et je vais revenir encore, pas une fois ici. Oui. Et surtout, j'espère que je serai encore sur la scène avec l'orchestre ou bien en solo. Et on va partager les grands moments avec le public qu'il nous manque. Alors, je voudrais bien souhaiter à tout le public, à tous les Algériens, prenez soin de vous. Beaucoup de santé, prenez des choses de côté positif toujours, parce qu'il y a des côtés positifs, même dans des côtés négatifs. Oui. Et croyez au miracle. Absolument, voilà. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Et on va vous laisser aussi, on va apprécier une très belle chanson d'Idir, le chanteur Idir que vous aimez beaucoup aussi. Oui, hein? Bien sûr. N'est-ce pas? Elle est très bonne. Oui. Elle est magnifique, Idir. Oui. Merci beaucoup. Et puis, on apprécie Idir ensemble, mes amis. On se retrouve. C'était là le regretté Idir que nous aimons tant, vraiment, qui reste toujours présent. Hein, un artiste ne meurt jamais finalement, il reste présent. Son âme survole ce studio et survole tous les cœurs des Algériens et de tous ceux qui aiment Idir. Encore une fois, marhaba bikoum el hbab, ravi de vous retrouver et avec nous pour cette deuxième partie de l'émission. C'est un plaisir de le recevoir. Il était très présent dans nos émissions pendant des années. Monsieur Naguib Kateb de la Cordoba d'Alger, qui est parmi nous aujourd'hui, et de la Fondation Abdelkrim Dali. Marhaba, c'est un plaisir de vous recevoir, Naguib Kateb. Ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas vu, mais c'est vraiment une joie. En cette période de pandémie, j'avais envie de vraiment retrouver les amis, ces acteurs de la culture algérienne et du patrimoine qui font tout au long de plusieurs années de très très belles choses, comme vous dans le cadre de votre association et aussi la Fondation Abdelkrim Dali. En tout cas, le plaisir est partagé, ça me fait plaisir de vous revoir. Hein? Et puis de passer un moment excellent avec vous, comme d'habitude. Moi, quand je vous vois ou je vous parle, je me rappelle Qada qui était magnifique. Absolument. De toute façon, tout le monde, hein. Oui, oui. Quand on se remémore, ça faisait... On voyageait. On va revenir à Qada à travers autrement, parce voilà. que le Qada, c'était le Qada. Le nom Qada, c'est un nom que j'avais créé à l'époque pour cette émission. Et on va refaire autre chose. Oui. Hein, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait les artisans qui étaient là avec nous. Et là, c'était super. Les artisans, la musique, tout était au rendez-vous. Toute l'Algérie était au rendez-vous dans ce bel espace. Même cette émission est agréable à regarder. Écoutez, on merci est bien beaucoup. Assis. Merci. Il y a tout ce qu'il faut avec nous. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Nous sommes, comme on dit, Qahwat al-Asr, n'est-ce pas? On a fait Qahwat al-Asr avec de très très bons gâteaux traditionnels. Dans cette émission, nous voulons le vrai. Voilà. واللي تعرضنا مرحبا بها ما خصها والو, donc on est très à l'aise. Merci beaucoup. Voilà. Nous aimons le vrai. Et nous aimons venir à vos émissions. C'est un plaisir, vraiment. Nous, les gâteaux traditionnels, on n'aime pas avec le faux, les créations, tout ça. Il y a des gens qui aiment, hein, mais nous, c'est les gâteaux traditionnels. Regardez ce macarout, le samsa, العرايش, كعكات مسكرين. On remercie Madame donc Hadjira Khiyar de Moradia du Golfe, qui tous les dimanches nous offre ces beaux gâteaux pour Qahwat al-Asr, la rose magique qui fait des merveilles. Et aussi, ce sont nos gâteaux traditionnels. C'est les nôtres, avec des recettes. Vous savez, la communauté algérienne, quand elle voit toutes ces belles choses, tous ces gâteaux traditionnels, c'est le vieil Alger, bien entendu. Hein. Ce qu'on retrouve ici, c'est le vieil Alger. Ce sont des gâteaux traditionnels algérois que l'on retrouve maintenant un peu partout en Algérie. Oui. Plus ou moins, on va dire ça comme ça. Mais ce que nous avons ici, ce sont des gâteaux algérois. Maqarout l'Assel Bellouz, l'Arayesh, Khoukhé, et puis vous avez Samsa et vous avez le Krikhat Msakrin que nous aimons. Voilà, Bellouz. Il y a une panoplie de gâteaux. Ah oui, oui, oui. Donc oui, une grande palette. Tout c'est à comme fait. Quand on va en Turquie, il y a presque 400 sortes de gâteaux. Oui, oui. Donc en France, le millefeuille est partout. Hein. Le millefeuille est partout. Il est même chez nous maintenant. Ouais, le roulé aussi, hein, la confiture. Donc les bons gâteaux, normalement, voyagent. Absolument, absolument. Ils ne stagnent pas à la région. Tout à fait. Voilà. Et heureusement, ça les fait perdurer. C'est vrai, et ça les fait connaître. Voilà. Alors justement, l'équipe Kateb, la Cordoba d'Alger, que nous avons bien connue à ses débuts déjà. Oui. C'était ses débuts, hein, c'était ses premières années à l'époque, puisque vous parlez de l'Qaada. Et ensuite, il y a la Fondation Abdelkrim Dali.
que vous avez donc aussi, vous avez rejoint, vous avez organisé tous les grands rendez-vous, De grands spectacles. de grands spectacles, de grands événements, que ce soit ici à Alger, à l'Opéra d'Alger, à la salle Ibn Zeydoun, un peu Même à partout, l'étranger. à l'étranger aussi. Oui, oui, tout à fait. Et ça a beaucoup de succès puisque le choix, je pense qu'il est assez important, le choix est large. Et puis c'est accompagné toujours par des publications. Oui, Donc les gens sont intéressés par des spectacles assez énormes parce que c'était énorme de recevoir jusqu'à 5 artistes et un grand orchestre. Donc le ballet national Oui, oui. qui vient s'associer à la soirée, Oui. donc aux hommages, les décors. Donc je pense que faire un spectacle, d'abord, il faut choisir les voix et l'orchestre, mais aussi il faut choisir le décor, il faut choisir. C'est un tout. C'est un tout. Avec tout cela, le public est heureux. Donc il vient découvrir à chaque fois quelque chose de nouveau. Nous, ça nous encourage à aller de l'avant, même de nous fatiguer un peu plus et tout, parce que la satisfaction est grande. Oui, alors avec Wahiba Dali. Une personnalité très, très sympathique. Oui, oui, Ouais. tout à fait, tout à fait. Voilà. Elle a perdu son père, Oui, Allah yarhamou. Allah yarhamou. C'est douloureux pour elle, mais la vie est faite ainsi. Hein. Absolument, La vie est absolument. faite ainsi. Absolument. ما كاش اللي يخلد غير الله سبحانه. صح سبحانه هذه هي. صح c'est vrai. Donc vous-même donc Naguib Keteb, on revient à la fondation Abdelkarim Dali. L'objectif essentiel de cette fondation, c'est de revenir aussi vers le patrimoine immatériel et notamment la personnalité de Abdelkarim Dali à travers sa personnalité parce qu'il a vécu à Alger. Oui, oui. Il faut le dire. Oui, Il a vécu il est une bonne... plus algérois que Tlemcen. Donc, il a vécu à Alger et c'est Alger qui a fait connaître Abdelkarim Dali à travers l'orchestre de la radio et de la télévision algérienne, n'est-ce pas, avec Boudeli Sefir et Mohamed Kharji, Mohamed Abdelrazak Kharji. Kharji. Absolument, absolument. Effectivement, Skandarani, Allah yarhamou Allah aussi. yarhamou, oui. Oui. Et lui-même était une personnalité très, 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 comment dire, très intéressante, très sensible. Moi, je ne l'ai pas connu, mais c'est mes professeurs comme Smaïn Henni, Nourdin Saadi, qui l'ont connu, qui m'en parlent. Donc la petite fille aussi, Wahiba. Mais déjà, ce que je ressens à travers les enregistrements vocaux, donc ou les vidéos, on voit la personnalité, quand même une voix extraordinaire, une dextérité dans le jeu de l'instrument qui est parfaite, extraordinaire. Et même, il y a quelque chose qui émane de lui, de très sensible. Donc lui-même, il attire. Et puis il était humble. Voilà, il était humble et effacé, une personne très, très, mais très... c'est un des grands noms du panthéon de la musique classique algérienne. Il fait partie des grands noms, des grands, comment dire, des grandes personnalités du chant et de la musique classique algérienne. Alors on va écouter justement Ana Ashq Ghrami du regretté Abdelkarim Dali et on se retrouve juste après. راح حب الزينة يا ناس مضاني ولا هلكني في الدنيا خلافو لا نرى للزين بعيني يا صحابي سالف عيشان شوفو جاني رسول عايشة يا حضار ولا صديقي يرافقني لعند مسبوغة الشفار الناس عايشة كرهوني لا عملت لحظ العار ناس عايشة كرهوني لا حملت لحد العار ولا صديقي يرافقني لعند مسبوغة الشفار لا رسولي يجمل عني ويسعاني لا رسولي
يجمل عني ويسعاني. يروح الكامل الزين يجيب وصفوه، يكون فاهم ظريف قلبي بسيساني، صاحبي ينعرني مكان كيفو، لا نرى الزين بعيني يا صحابي سالف عيشان شوفوه. Voilà, c'était la Salaf Aïcha Nchoufou avec le regretté Abdelkarim Dali. Avec nous, Naguib Kateb de la Fondation Abdelkarim Dali de la Cordoba d'Alger. Une belle association qui fait aussi de très très belles choses pour la préservation du patrimoine matériel et immatériel. Vous-même, dans cette association, le vêtement traditionnel était de rigueur. Vous avez fait un superbe travail de recherche sur la tenue traditionnelle citadine. Ça, c'est grâce à Nourdine Saoudi. Hein. Oui, que l'on Nourdine salue. Saoudi qui m'a mis en relation avec Madame Hamamra Oui. Du musée Khdaoud Oui, Djelhamia, oui, bien sûr. avec la directrice du Bardo. Oui. Donc, on a essayé, quand même, avec elle, j'ai reproduit pas mal d'anciens costumes pour les associations. Surtout, le début, c'était avec l'association Sendosia. Oui. Donc, nous avons reproduit des costumes. Et puis, il y avait aussi, Allah yarhamha, Madame Boukardana, qui était trésorière à l'association Sendosia. Parmi ses voyages, un jour, elle avait fait un voyage à Grenade. Oui. Et elle est tombée sur une exposition de vêtements traditionnels andalous très anciens. Oui. Donc, elle avait pris des photos. Elle m'avait justement fait voir ces photos et nous avons essayé de reproduire les costumes qui étaient justement en exposition au Palais de l'Alhambra à Grenade. Donc, dans les costumes de l'association Sendosia Cordoba d'Alger, même l'Inchirah, parce qu'on lui avait fait ces costumes aussi, Oui. il y a quand même cette touche algérienne, mais aussi une touche arabo-andalouse ancienne qu'on a essayé de remettre sur... Il y avait aussi la brodeuse Hakima Bouzédé. Ah ben oui. Hakima Qui a fait Bouzédé que beaucoup de l'on salue, costumes. qui est fidèle, Oui. qui nous suit tous les dimanches. L'Inchirah aussi, elle a fait Tout des à costumes fait, pour l'Inchirah. absolument. Elle m'a fait mes costumes à moi Oui. aussi, Oui. les costumes traditionnels hommes. Homme. J'avais travaillé avec Sélection aussi, Oui. pour les costumes traditionnels hommes, avec monsieur et madame Sakal, Saqal, oui. avec Radia Bouchki Khouja. Donc, quand même, nous avons fait beaucoup de défilés avec monsieur et madame Sakal. Je ne fais pas que de la musique, Oui, je m'intéresse à oui, tout ce qui oui, est culturel. oui. Donc, l'histoire, à travers les émissions de radio, j'en ai fait depuis 80... Même à la radio Chaîne 3, vous faisiez Oui. de très belles émissions. Chaîne 1, chaîne 3 et Oui. plus internationale. Oui. Donc j'avais commencé Felbehja avec Kharba. Oui. C'était en 95, 94. Et à partir de là, donc je suis devenu producteur moi-même de Oui. mes émissions. Donc il a fallu vraiment, comment dire, rentrer dans cette mer gigantesque de la culture algérienne et de la culture du bassin C'est méditerranéen. tellement Donc, vaste et riche. voilà, tellement vaste, même de la musique et de l'histoire. Donc, j'aime bien toucher à tout ce qui est en rapport avec la culture, justement pour pouvoir s'exprimer d'une manière assez claire. Absolument, Voilà. absolument. En tous les cas, nous, on vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Merci On beaucoup. espère qu'on pourra vous retrouver sur scène de l'Opéra d'Alger. Moi aussi, j'espère. Hein. Vraiment, on J'espère, cette espère pandémie, retrouver qu'on voit la fin. Hein. la fin. La Voilà. fin, qu'on puisse sortir aussi, parce qu'on est stressé, on est mal en point, on est inactif presque. Et puis, tout ça nous manque. En tout Ouais. cas, merci pour l'invitation. Ah, mais- Ça m'a donné Envie d'être de la force. de oui. la force. Voilà, Il de la faut, force. voilà, il le C'est faut. gentil à vous. Et merci parce beaucoup. que c'est important, je me suis dit, il faut absolument qu'on rappelle toutes ces belles personnes qui font cette culture algérienne au quotidien, qui peinent et qui organisent de très très belles choses dans nos espaces artistiques. Il faut absolument prendre à gentil donner à de vous. leurs nouvelles aux téléspectateurs, parce que vous manquez aux téléspectateurs Oh, aussi. nous faisons un travail par comment dire, téléconférence. Oui, Donc à oui. chaque fois, on met sur le net le travail des morceaux, pas des noubettes parce que c'est trop long, les petits morceaux et les gens, on reste en contact avec le public et même les musiciens
ne perdent pas la main. C'est ça. Ni la rigueur, ni la vivacité. Tout à fait. Donc, tout à fait. Pour les concerts, voilà. Eh bien, écoutez, on essaye espère, voilà. en attendant que cette pandémie s'en aille et qu'on puisse vivre normalement, librement. Hein, on parlait de ça avec Mme Veraït Pahar et avec vous aussi, et que l'on puisse reprendre. Elle avait fait une proposition, Mme Veraït Pahar, disant que pourquoi pas reprendre les concerts en présentiel avec une distanciation, le respect de la distanciation, et qu'on puisse avoir une activité artistique. Why not? Et nous pouvons faire aussi autre chose, faire des concerts virtuels, que la télévision ou les radios viennent à l'Opéra d'Alger, nous enregistrent, et à l'orchestre, que le public profite de ces concerts. Comme ça, même l'opéra est vivant, ou les autres salles sont vivants. Il n'y a pas de public, mais le public est sur l'Internet et voit la production des télévisions algériennes. Je pense que ce serait intéressant. Nous sommes là, hein, il y a des propositions. C'est très bien, il faut proposer. Voilà. Nous sommes aptes à ce travail. Justement pour la pérennité de la culture et donner vie à ces espaces qui sont fermés. Voilà. Et même le public, je pense qu'il serait heureux de revoir ces concerts. Il serait heureux de voir ces concerts et il serait aussi heureux de sortir. Effectivement, qui ne sera pas heureux, moi-même. De s'installer et de se mettre... Vous savez, je vais prendre une pancarte et aller dans les salles de musique et dire « Je suis là, ouvrez vos portes !» Parce que ça commence à peser. Voilà. Et nous, on donne du courage à nos téléspectateurs, on leur donne du baume au cœur et de la patience. Vraiment, il faudrait qu'on s'arme de patience en cette période. N'importe quoi, cette pandémie absolument, est grave. Absolument, tout à les gens meurent. الله يرحمهم اللي ماتوا وان شاء الله ربي يعمل التاويل والدول يعملوا التاويل باش pour que cette maladie on voit la fin parce que ça va devenir autre chose. Le corona, mais on va tous devenir nerveux, tous être stressés. Donc j'espère que ça va aller. En tout cas, merci. C'était un plaisir. En tous les cas, c'est un plaisir partagé, mon cher ami, parce qu'après, on devient des amis et une grande famille des artistes, n'est-ce pas? Une grande, voilà, donc c'est une grande famille qui se tisse chaque année un peu plus avec nos amis, nos artistes, et donner du courage à tout le monde, du baume au cœur, pour que l'on puisse avancer et traverser ce chemin ô combien difficile pour nous tous. Heureusement mais qu'il y a la technologie. Absolument. Parce que sans la technologie, qu'est-ce qu'on serait devenu? Tout à fait. En tous les cas, merci beaucoup. On vous laisse partir, hein, les Guibs. C'était un superbe moment. On a partagé ensemble. Donnez-nous de vos nouvelles. On se fera plaisir de vous inviter, de vous avoir parmi nous. Et quant à nous, amis téléspectateurs, on va rester aussi dans cette belle dynamique, et cette fois-ci avec un institut qui forme des jeunes étudiants dans le management. C'est un institut algéro-américain, et c'est notre cher collègue Enissa Bouzid qui a fait ce reportage pour nous. Merci beaucoup. Désireux de hisser l'économie algérienne vers le haut, M. Zrorou Mohamed a lancé il y a quelques années en partenariat avec American University of Leadership cet organisme de formation supérieure dans le domaine du marketing. Créé en 2013, l'IMA s'est d'emblée fixé comme objectif l'ouverture à l'international et le développement de programmes aux standards internationaux. C'est ainsi qu'un partenariat a été conclu avec AUL, American University of Leadership, une université américaine basée à Orlando, en Floride, avec laquelle nous développons depuis cette date des bachelors, MBA et DBA. En 2017, à la faveur de l'ouverture de l'enseignement supérieur au secteur privé, notre école a été parmi les 3 premières à obtenir l'agrément du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour le développement des programmes de licence et de master dans les métiers de la gestion. Des formations diplômantes, l'école propose aux bacheliers différentes spécialités dans les 2 langues, anglaise et française, et permet également aux étudiants d'effectuer des stages à l'étranger. Alors, nous avons les spécialités principalement de marketing et de management, dans les niveaux licence, bachelor, et aussi de master. Nous avons aussi, dans le paysage de la formation diplômante en Algérie, l'IMA se distingue par le fait que nous sommes la première business school à développer des programmes de formation diplômante en langue anglaise.
aussi bien en licence qu'au master. Journée exceptionnelle pour moi, puisque c'est la journée de ma soutenance. J'ai soutenu aujourd'hui et ça a été bien passé et je suis heureuse. Nous dispensons des cours en présentiel et durant la période de la Covid, durant la période de la pandémie, à partir de la fin mars, et vu la situation donc, exceptionnelle que nous avons connue, l'IMA a innové, a mis en place un système de formation en e-learning en utilisant des plateformes qui lui ont permis aux étudiants d'étudier à partir de chez eux. Pour cela, nous avions formé les enseignants à travers des enseignants, des formateurs algériens des États-Unis et du Canada, ce qui a permis le déroulement de la formation jusqu'à la fin du second semestre à la mi-juillet. Ambitieux, Wissem et Lies sont étudiants en marketing. Ils ont choisi cet institut de management pour un avenir sûr et prometteur. J'ai choisi cette école qui m'offre l'opportunité d'avoir un diplôme américain tout près ici en Algérie, ce qui fait disons que je pourrais avoir une carrière assurée, bénéfique à l'économie algérienne. La branche du marketing, en fait, avant d'intégrer l'IMA, je ne savais pas exactement. Je savais juste que je me retrouverais dans le monde du business. Mais l'opportunité qui m'offre justement le club des étudiants m'a aidé à me guider, à retrouver ma voie vers le marketing. Donc je me suis retrouvée en parlant, avec le contact avec les gens, en apprenant aussi de mes camarades. Ce qui fait que maintenant je suis sûre que c'est vraiment ma branche. First of all, I was a student in École supérieure de commerce, Khulaya, and I have passed my 2 years preparatory there. After this, I took I passed my competition there, and I chose the IMA because it's the only school of business in Algeria that offers courses in English. And this school of English has attracted me because the language, English is my favorite language with all favorite the languages that exist, and also English is my basics of networking with all my friends and organizations and so on. Also, the teachers are so qualified here, professional and with high experience, theoretical and practical experience. They give us all the opportunities in order to become a good entrepreneur for the new generation in Algeria. Là, on est dans l'espace de la cafette. On a ici les étudiants membres du club aussi, qui sont en train de refaire la décoration. Ils sont en train de refaire la décoration de l'institut. Donc, pour donner un nouvel air à cette rentrée, on a des étudiants qui sont quand même passés par une période difficile. Donc, on essaye de donner un nouvel air, une nouvelle image pour aérer un peu. Là, c'est l'espace de la bibliothèque. On a juste à côté l'espace de la salle de réunion du club, justement, qu'on a créé juste l'année dernière. On a ici les membres principaux du club qu'on a créé juste par le premier contact. On s'était dit qu'il faut qu'on crée quelque chose qui représente, qui soit à nous, qui représente les étudiants de IMA Business School et qui aidera les étudiants à s'ouvrir vers le monde de l'entreprise et à retrouver leur voie vers le succès. Pionnier de la formation supérieure privée en Algérie, cet institut est doté d'infrastructures pédagogiques et didactiques modernes afin de garantir un cursus universitaire de qualité. Voilà, et de retour dans notre émission avec notre troisième invitée. C'est un plaisir de la recevoir parmi nous. Il s'agit de notre amie Rima Boumaïza. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est agréable de votre part. Écoutez, c'est vraiment un plaisir. Rima Boumaïza, vous êtes étudiante en langue allemande. Exactement. Vous êtes à Bouzaréa, donc à l'Institut des langues. Vous êtes passionnée par la langue germanique. Oui, clairement. Et vous êtes aussi passionnée par le monde du bijou, de l'artisanat. Vous faites partie de ce fameux collectif Raji. Il y a beaucoup, en ce moment, on reçoit pas mal de jeunes et c'est génial. Je trouve ça super, bravo. Qui customisent des tenues, qui reviennent
reviennent un peu sur le vêtement traditionnel revisité. C'est un peu votre cas hein, chez Raji. Là, vous avez par exemple un genre de cape Exactement, fait en velours avec le petit détail qui vient sur les côtés et les manches. C'est justement pour moderniser le côté traditionnel. Et ça nous fait rappeler un peu une sorte de veste oversize. Exactement, pour aller dans le côté moderne justement, pour pouvoir porter ça un peu tous les jours et que ça devienne accessible un peu à tout le monde. C'est ça. Donc, il y a toutes ces jolies choses. Vous avez aussi ce sweat que nous avons. Hein, oui. Donc c'est vraiment un sweat qu'on peut maintenant porter pratiquement tous les jours, même si on retrouve les détails de la fête du Caraco. Exactement. Vraiment, c'est un sweat avec sa petite cagoule qu'on peut avoir avec un jean, t-shirt, basket, comme on peut le porter avec un pantalon. Exactement. Il y aura toujours la petite touche traditionnelle. Et qui peut faire habiller. Voilà. Qui peut faire habiller aussi. Vraiment, on peut vraiment porter à l'aise. Voilà, donc puis nous avons tous ces t-shirts où il y a plein de choses. L'Arabia Derja en français, justement, surtout l'Arabia Derja, j'allais dire écrit en lettres latines. Oui, enfin, c'est pour faire justement un petit clin d'œil aux endroits mythiques d'Algérie. Exactement. Ouais. Donc voilà, on a décidé de les mettre sur des t-shirts justement vraiment pour faire ce clin d'œil pour ces endroits. Oui. Des shops aussi, Babelwad University, et puis vous revenez aussi sur... donc, il y a des pochettes de toilettes ou maquillage. Exactement, on peut s'en servir comme on veut, tant qu'il y a les jolis motifs dessus. Oui, voilà. Oui. Et qui propose, qui fait le design? Est-ce que vous recevez des artisans, des designers justement, qui fait les choix? Oui, donc en fait, Raji, il s'agit justement de deux entités. Oui. Donc il y a l'entité des vêtements et des accessoires enfin, comment dirais-je? Donc nous avons tout ce qui est habillement. Donc vous voyez les t-shirts, les sweats, les capes, il y a des djebas, il y a plein d'autres. À tout ça, on va arriver voilà, à tout ça. exactement, il y a d'autres choses. Oui. Il y a tout ce qui est bijoux, donc tout ce qui est manchette en argent, tout ce qui est collier en argent, ainsi de suite. Il y a aussi l'art du feu, donc la céramique, celle qu'on voit justement sur les mugs. Ouais. Donc avec les petits motifs qu'on retrouve généralement dans les anciens palais situés un peu partout en Algérie. Voilà. Même la petite pochette est magnifique. Oui, avec un peu, on a essayé de rassembler un peu un rappel à toutes ces mosaïques d'Algérie. Exactement, oui. Donc c'est super. Il y a aussi ça serait un super beau cadeau aussi. Hein. Oui. Généralement, de composer un petit pack comme ça avec des trucs qui rappellent vraiment notre pays, c'est agréable quand même. Oui. Nous avons aussi l'art de la vannerie, donc ces jolis paniers, qu'on peut porter carrément en sac. Oui, avec ceux qui ont la bandoulière ou même juste avec le petit... C'est très très sympa. Voilà. Donc c'est vraiment pour garder le côté traditionnel et moderniser. Donc les idées généralement... Mais ça c'est votre marque, hein, ce dessin, cette broderie. Quand on voit cette broderie, ce travail, on reconnaît directement que c'est Raji. Voilà, exactement. C'est vrai. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est votre label. Hein. Exactement. Et nous avons aussi la deuxième entité justement qui est le magasin, la boutique, donc qui a recensé plusieurs collaborations avec plus de 40 artisans, d'artistes, d'étudiants, des étudiants aux Beaux-Arts justement. Donc nous avons des idées, on essaie de les concrétiser avec ces personnes. Donc si nous avons un dessin en tête ou une représentation, on sollicite l'aide de personnes assez douées pour qu'on puisse travailler ensemble et donner un produit. Voilà, il est très sympa ce panier aussi, un panier sac, hein, carrément. Exactement, oui, on peut porter. Voilà, c'est parce que parfois, généralement, juste la prendre pour aller faire des courses. Là, c'est encore beaucoup plus intéressant de l'avoir au quotidien. Exactement, avec soi. oui. Hein, ça fait l'habillement, ça complète un peu la tenue qu'on décide d'avoir. Tout à fait. Nous avons aussi ces petits pense-bêtes, on va dire ça comme ça. Oui. Ces petits pense-bêtes avec cette tenue traditionnelle, voilà, avec la femme Neili. Voilà, on essaye vraiment de regrouper les quatre coins de l'Algérie en fait. Donc la femme Neili sur le petit carnet, la khamsa sur l'autre. On connaît l'amour inconditionnel de la khamsa chez nous, donc... c'est normal. Donc tout ça, c'est vraiment très très beau. On va voir quelques photos que vous nous avez ramenées, donc proposées, des objets que nous n'avons pas ici. Voilà, on va voir ça tout de suite.
Ah, donc il y a aussi le monde de la cravate. Donc ça ressemble. D'accord. Voilà, going, soaking. Voilà. Donc voilà, c'est le marché. Voilà, exactement. très bien. C'est un tote bag fait brodé à la main et tout ce qui s'ensuit. Oui, on passe à la prochaine photo. Qui aussi nous fait rappeler aussi donc toutes ces aujourd'hui le tote bag est très tendance. On voit que tout le monde, même si on a le petit sac avec nous, il y a toujours le petit tote sac bag aussi. C'est un autre tote bag, ça c'est chauffe-chauffe. Donc c'est pour un peu attirer le regard des gens dehors pour faire vraiment comme quoi on est unique. Oui. Donc voilà. Oui. Ça, c'est vraiment. Donc, vous organisez des réunions pour faire une sélection des produits? Généralement, alors, c'est. Comme je vous l'ai dit, c'est chacun qui a des idées. Oui. Donc, on est une petite. Enfin, superbe pochette. Donc, oui, faite en velours avec. Là, encore la fête là, on retrouve toujours la fête là. Donc, pour garder le côté traditionnel. Donc, pour les idées, donc, on a des idées, on en parle. On échange nos idées, chacun a sa propre créativité, sa propre imagination. On essaye d'assembler tout ça ensemble et de donner quelque chose qui puisse faire ressentir à la personne qui détiendra ce produit qu'elle est en quelque sorte unique. Oui. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne chez Radi. Bah, écoutez, vraiment, c'est superbe. Et nous, voilà, des bijoux aussi, vos bijoux également, très jolis. Oui, donc... Il y a des bijoux en argent, il y a des bijoux en corail, et il y a aussi des artisans qui viennent exposer leurs bijoux. C'est un concept store aussi. Exactement. Voilà, c'est un concept store justement. Que vous proposez aussi à nos téléspectateurs, ceux qui souhaiteraient donc retrouver votre galerie. C'est à Benaknoun, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut vous rejoindre sur les réseaux sociaux. Exactement. Raji, comme ça se prononce. Raji Collection. La page, c'est Raji Collection. Donc, il y a le numéro de téléphone, il y a le GPS, enfin la localisation qui ramène jusqu'à la porte du magasin. Il y a toutes les nouveautés qu'on peut voir dessus. Voilà, en tous les cas, c'est super. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Revenez une autre fois pour nous présenter aussi vos bijoux, parce que nous savons que vous êtes aussi dans le bijou. Oui. On se fera aussi une émission spéciale autour de ça pour pouvoir plaisir. avoir plus de temps. Donc voilà. En tous les cas, merci beaucoup. Merci à vous, merci énormément. Merci. Donc là, justement, on parlait de cravate tout à l'heure. La maison de la cravate qui existe bel et bien chez nous. On va suivre ce reportage et on se retrouve juste après avec notre invité. La maison de la cravate, c'est d'abord une histoire de famille. Un héritage de père en fils qui se perpétue depuis l'indépendance de l'Algérie. C'est aussi l'histoire d'un tailleur qui a compris très vite l'importance de cet accessoire devenu indispensable pour celui qui le porte. La maison de la cravate, c'est une belle histoire de famille qui a commencé il y a 58 ans par mon défunt père, c'est lui le créateur. C'est un montagnard, il est venu à Alger en 1948 je crois. Il s'est installé et puis à la rue Malakoff, la rue Malakoff qui a un petit café à l'Anqa. Il avait une petite boutique de 1 mètre carré, là où il cousait les costumes. Voilà, il a commencé là-bas, puis durant la Révolution, ils ont déménagé à la rue de la Lyre. Et donc son atelier était une boîte aux lettres, durant la bataille d'Alger. Petit tour dans l'atelier de cette maison, où tout l'art de la fabrication de la cravate s'exprime entre les mains d'ouvrières chevronnées, très discrètes. Il y a un processus pour la fabrication de cravates. Bon, il y a le tissu, il y a la triplure, et il y a la doublure. On commence par dessiner un patron de cravate, faire un matelas, puis couper la cravate carrément. Puis il y a l'étape de l'assemblage, où on assemble la cravate. Il faut savoir, la cravate, il y a trois parties de la cravate. Il y a le grand pan, donc celui-là. Il y a le petit pan, il y a le pan du milieu. Il faut savoir aussi que la cravate, elle se coud
de l'intérieur. On la retourne et puis il y a l'étape du repassage et puis la finition, mettre l'étiquette. La cravate est la seule touche de poésie et de luxe dans le costume masculin. Alors quelles tendances, quels styles sont choisis par les Algériens? Il y a le demi-large, le large, le slim. Ça, c'est selon ce que veut le client, ou selon la tendance du moment, quoi. Elle est en général classique, pas trop de couleurs, discrète. Donc en général, c'est du bleu nuit, noir, grenat, voilà. Voilà donc la maison de la cravate qui existe au niveau de notre capitale et on salue tous ceux qui nous suivent dans les 4 coins du monde. Vous êtes nombreux à être parmi nous, à ne pas rater notre émission. Mille merci pour votre soutien sur les réseaux sociaux. Vous savez que notre émission est également podcastée. Elle est aussi sur YouTube. Nous avons la chaîne YouTube de Canal Algérie et vous retrouverez donc à partir de demain, l'émission Notre Algérie sur YouTube. Et puis pour ceux qui souhaiteraient suivre l'émission à la télévision Canal Algérie, c'est à partir de 5h30 du matin, c'est-à-dire demain matin à 5h30 pour voir la rediffusion de l'émission. Et encore une fois, nous recevons avec nous une belle personne qui est parmi nous. C'est un plaisir de la recevoir. Il s'agit de Myriam Lechram Jaafari qui est parmi nous. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir, Myriam Lechram. Vous êtes justement une personne... on parlait de ça, hein, de tout ce stress que nous vivons, cette période qui est très très spéciale. Ouais. Vous-même, vous êtes une spécialiste donc dans le monde de la, j'allais dire, de la médecine, de la psychologie, aider les personnes à pouvoir monter un petit peu le moral à certains, oui. Surmonter le stress, absolument. Vous êtes dans le monde de l'hypnose aussi. De l'hypnose, oui. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Qu'est-ce que l'hypnose n'est pas dans le registre de la médecine. D'accord. D'accord, c'est autre chose, c'est pas de la médecine, c'est du bien-être, c'est du coaching, c'est de l'accompagnement. Oui. Voilà. Donc vous me disiez, voilà. Qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose, en fait, c'est un état naturel, c'est un état de conscience modifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que chacun de nous peut rentrer en hypnose, vu que c'est un état naturel. Je vous prends l'exemple qui va plus vous parler, c'est que dans la journée, chacun de nous est concentré à un moment donné ou sur son travail, ou sur un film, ou une lecture, et là, on est en état d'hypnose. Comme aussi les moments où, quand on est un petit peu fatigué ou quoi, on lâche prise et puis on laisse notre esprit vagabonder, on rêve en fait. Et bien là aussi, c'est de l'hypnose. C'est un état d'hypnose. Donc voilà ce que c'est que l'hypnose. Et l'hypnose aide la personne aide l'âme de la personne à se soigner. Il y a des blessures, il y a des souvenirs, c'est vrai que souvent on refoule beaucoup de douleurs et à travers l'hypnose, on peut vraiment guérir son âme. Absolument, absolument. Alors justement, grâce à l'hypnose, quand il y a ce lâcher-prise, parce qu'il est important, il faut que la personne puisse puisse faire confiance en fait. Quand on fait confiance à son thérapeute, on est là, on vient pour surmonter quelque chose. Bismillahirrahmanirrahim. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Ou juste se libérer de quelque chose, ou juste se sentir mieux parce qu'on est stressé ou parce qu'on est anxieux ou peu importe. Et en fait, le fait d'être là, de faire cette démarche, de venir faire de l'hypnose, vouloir donner ce lâcher-prise de soi-même, à partir de là, on peut travailler. Parce que l'hypnose, c'est un travail qui est fait avec l'inconscient. On travaille aux 2/3 avec l'inconscient et 1/3 avec le conscient. Voilà ce qu'il faut savoir aussi pour les gens qui ont des idées un petit peu... Et ça fait peur, l'hypnose. Justement, j'allais y venir. Ça fait peur. On dit, oh, hypnotiser, ça veut dire quoi? La peur de rater le contrôle, de ne pas être dans le contrôle, fait peur. Alors justement, par rapport à ces idées-là qui peuvent angoisser les gens, il faut vraiment enlever ça de sa tête parce que quand une personne est en état d'hypnose, on ne peut pas lui faire n'importe quoi. Oui, elle est un peu consciente aussi. Absolument, absolument. Oui. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Je pense que c'est surtout l'influence des films. Oui, ça c'est autre chose. C'est l'influence des films. Vous savez, on est dans ce monde où quand quelqu'un est sur son canapé, il le fait, voilà, la personne gère l'autre comme il veut. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Oui. Alors ça, c'est bon, comme vous le dites, c'est dans le monde de la fiction. Oui. Hein, c'est pas dans la réalité du tout. Après, il y a ce qu'on peut voir à la télé, dans les émissions où on fait des spectacles. Oui. Il y a aussi ce qu'on appelle l'hypnose de spectacle. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une hypnose vraiment particulière parce qu'il y a les magiciens qui font l'hypnose de spectacle, donc c'est vraiment un spectacle. Ce n'est pas de l'hypnose comme on l'entend. Et il y a l'autre parallèle, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme Mesmer et tout ça, les gens sont sélectionnés dans le public. Bien Ils sûr, ne sont pas pris au bien hasard. Ça, c'est ce que le grand public ben ne oui, sait c'est pas. une mise en scène, une émission, c'est ce que c'est, hein, ça se prépare. Voilà, et en fait, on va choisir dans le public des gens qui sont plus réceptifs. Parce qu'en hypnose, personne ne réagit de la même façon. Chacun est unique, chacun a sa façon de réagir. Donc vous avez des gens qui vont aller tout de suite tomber en quasi sommeil profond et d'autres qui vont rester vraiment pas mal éveillés. Mais
ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler, mais c'est deux façons différentes d'aborder l'hypnose. Oui. Donc ces gens-là qui répondent à l'hypnose de spectacle sont les gens qui tombent profondément en hypnose. C'est avec ceux-là qu'ils travaillent sur scène. Voilà, ça il faut le savoir. Alors, on vous pose questions-réponses comme ça pour avoir un maximum d'informations avec vous. Et aujourd'hui, en cette période de pandémie, on en parlait beaucoup aujourd'hui, on se donne du courage, on avance, on essaie de travailler, on essaie de faire des choses, on essaie parce qu'en fait, bon, pour ceux qui arrivent à travailler, qui sortent tous les matins, qui font des choses, c'est très bien. Mais certains ne peuvent plus aller au travail, ou alors du télétravail, c'est aussi très très pénible pour les mamans, pour les parents, pour les familles, etc., les enfants à la maison. Donc c'est un réaménagement carrément de la vie. Complètement, une réorganisation. Et c'est beaucoup de stress. Oui. Oui. Alors, écoutez, justement, l'hypnose est là, comme on l'a dit au départ, c'est du bien-être. Hein. Oui. Donc, comme je dis toujours, les gens qui disent oui, mais quand je viens traiter une problématique X, est-ce que vraiment ça va marcher? Je leur dis, de toute façon, vous ressortez gagnant de la séance, parce qu'au minimum, vous gagnez la détente et la relaxation. Absolument. Donc, à partir du moment où on est détendu et relaxé, on aborde toutes les choses d'une façon beaucoup plus positive. On est plus réceptif. Les solutions viennent naturellement à nous. Des choses auxquelles on n'avait pas pensé parce qu'on bloque notre esprit avec le stress, viennent tout naturellement et tout simplement avec l'état de détente. Donc, de toute façon, vous allez gagner de la détente. Donc, vous ne ressortez jamais perdant d'une séance d'hypnose. On va revenir dans quelques instants, si vous le voulez bien, le temps d'une chanson. On va retrouver le regretté Amr Zahi, que nous aimons tant. Et on se retrouve juste après avec Madame Lishram. عينك يا قلبي بركاك ما تنوم كتبت ليك يا وميات ألف كيا وكيا عينك يا قلبي بركاك ما تنوم غير نجري والدنيا صادة عليا يا ترى نغنم بداوني الهموم غير نجري والدنيا صادة عليا يا ترى نغنم بداوني الهموم بداوني الهموم قلت يا ترى نهجر ننسى محيني والمليح اللي نبغي زاد لي غيار اللي نبغي زاد لي غيار طار عقلي وخلى الهوى دايني نار زادت القلبي نار على الجمار القلبي نار على الجمار قلت يا ترى نهجر ننسى محيني نار زادت القلبي نار على الجمار القلبي نار على الجمار طار عقلي وخلى الهوى دايني والمليح اللي نبغي زاد لي غيار اللي نبغي زاد لي غيار كتبت لي والمحنة كي بدات فيا ضربت ايدي وراني حسيتها اليوم كتبت لي والمحنة كي بدات فيا ضربت ايدي وراني حسيتها اليوم جاية على الغفلة وبدات بشوية ريحات قوة كي صلت على المشوم جاية على الغفلة وبدات بشوية ريحات قوة كي صلت على المشوم كي صلت على المشوم من كيوس الهوى نشوات جاوني والمنام حرم لي كيسقاتني المرار كيسقاتني المرار عند روحي هادو علوم بداوني عند غيري صبحت مدل في الخبار صبحت مدل في الخبار
Voilà, c'était là le regretté Ammar Zahi qui restera aussi éternel hein, dans nos esprits, son public tant aimé lui restera fidèle. Nous avons aussi pensé à M. Ismail Hanni, qui était aussi très proche de Ammar Zahi, c'était aussi des voisins au niveau du quartier de Bab el-Oued. Avec nous, justement, Madame Mariam Leshram Jafri, qui aujourd'hui nous parle de détente, de relaxation, de retrouver son âme tout en étant équilibré, serein, en cette période de pandémie, beaucoup de stress, la peur de perdre des amis, la peur de perdre sa famille, la peur d'être contaminé, la peur de beaucoup de choses. On est vraiment dans ce stress au quotidien. Oui. En même temps, la peur de perdre son poste, la peur que l'un membre de la famille perde son poste en ces moments difficiles, etc. Il y a beaucoup de stress autour de nous. Vous disiez tout à l'heure que c'est important de pouvoir soi-même se relaxer, se faire du bien soi-même. Comment, Madame Jafri? On peut justement, dans l'hypnose, l'une des différentes techniques d'hypnose, c'est l'auto-hypnose. À travers des mots que l'on sort de sa bouche? Pas forcément, on peut se parler intérieurement. Quand on fait de l'auto-hypnose, ça se passe, comme je disais encore une fois tout à l'heure, chacun est unique. Celui qui a envie de se parler, il va se parler à haute voix. Celui qui préfère se dire les choses dans sa tête va se les dire dans sa tête. Celui qui préfère mettre une séance d'auto-hypnose ou de méditation dans les oreilles avec des écouteurs, s'allonger, se détendre, fermer les yeux et se laisser porter par ce message, ou bien tout simplement fermer les yeux, respirer, bien expirer. Il faut bien s'oxygéner le cerveau, on se détend et à partir de là, on focalise sur un souvenir très agréable qu'on a eu et on reste là-dessus. On ne pense qu'à ce moment de bien-être, ce moment bénéfique qui nous a fait du bien, qui nous a ressourcés. Et à partir de là, vous vous laissez aller, vous vous laissez détendre, vous êtes détendu, tout va bien, vous êtes relaxé et à partir de là, tout votre corps va se détendre. Et vous pouvez même, dans votre état de détente, commencer à vous dire « Et maintenant, je vais commencer à fermer les yeux, je vais détendre mes bras, je les sens plus légers, je vais détendre mes jambes. Si vous avez un nœud au niveau du cœur ou de l'estomac, je vais bien respirer et dégager ce nœud et me sentir détendue, très légère, comme une feuille, comme une plume. » Vous voyez, des images comme ça. Chacun a des choses qui va plus nous parler qu'à d'autres. Certains préfèrent se sentir léger comme une plume, d'autres comme un oiseau, d'autres comme une feuille. Chacun a sa représentation de la légèreté et du bien-être. Voilà. Mais il faut y croire aussi. Alors, c'est impératif. Voilà. C'est ça. Il faut absolument y croire. Si on n'y croit pas, comme je disais tout à l'heure, comme on travaille avec l'inconscient, si vous n'y croyez pas, vous allez bloquer votre esprit. Donc, votre esprit conscient va vous dire « Oh non, non, ça ne marche pas ça. Moi, je n'adhère pas. » Donc, vous mettez une barrière. À partir du moment où vous mettez une barrière, on ne peut pas travailler efficacement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler, mais ça ne sera pas efficace comme quelqu'un qui est détendu et qui vient en confiance. Vous savez, c'est comme tout dans la vie. Si vous allez chez le médecin et que vous ne faites pas confiance au médecin, vous allez ressortir pour aller vous dire « Ah, mais je vais aller voir quelqu'un d'autre parce que lui, j'y crois pas ou je le connais pas, donc je ne sais pas. » Non, il faut vraiment aller détendu, confiant. De toute façon, il ne peut rien vous arriver de mal. Et puis, on ne peut pas vous manipuler, ça c'est faux. Il n'y a aucune manipulation. Non, il y a ce phénomène des films, en fait. C'est un peu l'histoire de Sherlock Holmes, c'est un peu cette ambiance d'hypnose, vous savez. C'est pas vraiment... c'est ce mythe autour de l'hypnose qui effraie. Mais quand on touche à ça et quand on a de l'expérience, après, c'est quelque chose de très simple. Oui. Et puis, il faut pas oublier que dans l'hypnose, le spectre est très large. On peut traiter tellement de choses. En fait, on peut tout traiter. On peut venir chez un hypnothérapeute pour le stress, pour l'angoisse, pour de l'asthme, pour un bégaiement, pour chez les enfants l'énurésie. Vous savez, les enfants qui font toujours pipi, une sudation excessive pour les adultes ou les autres, peu importe, pour la douleur.
pour les troubles alimentaires, les troubles sexuels, les troubles addictifs, pour toutes ces choses-là. Le spectre est énorme. Mais vous savez, par expérience, les personnes qui ont pratiqué l'hypnose, ce qui est extraordinaire chez elles, c'est qu'après ces séances, elles découvrent que tous les soucis viennent d'elles, en fait. Que toutes les solutions viennent d'elle aussi. Absolument. C'est-à-dire la personne elle-même, moi ou notre amie Sherifa à la caméra ou notre, réalise après que tout démarre d'elle, en fait, finalement. La solution est chez elle. Absolument. Et pas chez l'autre. Et s'il y a un souci, c'est à son niveau que ça se passe. Oui, c'est ça, cette véritable prise de conscience. bien sûr. Les personnes qui ont pratiqué me l'ont dit, c'est incroyable. En sortant d'une séance, toutes les ressources en nous. On se dit, tout est en nous. Tout est en nous. On a toutes les ressources en nous, on a toutes les solutions en nous. C'est pour ça que quand vous venez détendu et en confiance, vous avez ce lâcher-prise qui va permettre à votre esprit inconsciemment de mettre le doigt sur la solution. Alors, ce n'est pas forcément en sortant de la séance tout de suite. Ça peut être un jour après, un mois après. Ça peut être même fait inconsciemment. Parfois, il y a eu des personnes qui ont fait des séances qui ont dit « Mais je ne comprends pas, il s'est passé quoi? Mais on a fait quoi? On n'a rien fait. » Et après, tout est allé très bien. Tout s'est très bien passé dans le déroulement de son quotidien, de sa vie, de ses blocages. Est-ce qu'à travers l'hypnose, on traite la peur? Bien sûr. Absolument. C'est il y a la des peur protocoles qui fait spécifiques pour la peur, pour les traumas. Absolument, oui. Et là, il faut être aussi pareil. Il faut être prêt à aller faire cette démarche. Voilà. Ça, et ça marche très, très bien. Ça marche vraiment très bien. Parce qu'en cette période, c'est surtout la peur qui plane. Oui. Donc, il y a les phobies des gens aussi. Il y a les phobies, oui. De toute façon, on devient maniaque, stressé, que ce soit pour se laver les mains. On a peur de tout. Il y a des gens qui ont peur de sortir. Vraiment une peur de sortir en ce moment. Donc, c'est la peur c'est des phobies, voilà. Et à travers ces soins, ces thérapies, ces exercices que l'on pourrait faire à la maison, mais il faut être quand même orienté les débuts. On arrive vraiment à se débarrasser. Absolument, complètement. Parce que justement, à partir du moment où on a été accompagné, qu'on a fait la démarche, qu'on a fait tout ce qu'il fallait, qu'on a vu les étapes et qu'on a vu qu'on pouvait avoir ça en nous et que c'est en fait nous-mêmes qui le faisons. Vous savez, je prends toujours le parallèle avec un coach sportif. Parce que l'hypnose, c'est aussi du coaching. C'est une forme de coaching aussi. Quand vous prenez un coach sportif, il est là pour vous dire quoi faire, comment faire et corriger vos exercices. On est d'accord? Donc, si vous prenez un coach pour le fun, c'est-à-dire qu'il est là, et puis vous l'écoutez, vous le regardez, mais vous ne faites pas. Il se passe quoi? Vous n'allez pas faire votre sport. C'est clair. Donc, le coach ne va pas le faire à votre place. C'est vous qui devez le faire. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'hypnose. C'est pareil. Je suis là pour guider, pour accompagner, pour aider la personne à aller chercher ses ressources, mais après, c'est la personne qui fait le travail. Moi, je suis un outil et la personne, elle, est la ressource. Donc, vous avez toutes les solutions en vous. Voilà. Il suffit juste de se laisser amener vers ce chemin qu'on refuse parfois par peur, justement. Des blocages qu'on se met comme ça c'est dû au subconscient également. Absolument. C'est finalement nous, à l'âge de 5-6 ans, qui restent en nous pendant très très longtemps et qui nous bloquent finalement. Oui, il y a des choses comme ça qui sont ancrées en nous. Il y a des choses génétiques. Vous savez, dans notre mémoire cellulaire, chez nos ancêtres, vous savez, il y a des choses... Des fois, on se dit, mais pourquoi je fais ça? Je ne comprends pas pourquoi je fais ça. Ça ne ressemble à rien dans ma vie. Et il n'y a personne qui fait ça autour de moi et ça ne me ressemble pas. C'est la mémoire cellulaire. On a des choses ancrées en nous. Des fois, on ne sait pas pourquoi on les fait, mais voilà, c'est en nous. En tous les cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Madame Leshram Jafri. Mariam, vous avez été donc parmi nous aujourd'hui. On a abordé ce thème qui est très très intéressant et qui, je suis certaine, va vous plaire à nos amis téléspectateurs parce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui. On en parle, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette envie de pouvoir de s'améliorer, vous savez. Absolument. De prendre soin de sa personne, de son âme. Oui, c'est important. Hein.
de son âme, souvent blessée. Oui, absolument, absolument. On a besoin de prendre soin de soi et maintenant, d'ailleurs, c'est devenu un petit peu à la mode tout ça, hein, le yoga, la méditation, et tout ça, même si ça existe depuis longtemps. D'ailleurs, vous savez, l'hypnose, ça remonte au temps des pharaons. Vous voyez, donc c'est vraiment pas, c'est pas quelque chose qui est tendance, hein. C'est quelque chose qui a toujours existé. Voilà, il faut juste franchir le pas. Et c'est vrai qu'avec cette vie moderne aujourd'hui, tout est rapide, tout est stressant, les embouteillages, le travail, récupérer les enfants, faire à manger, je parle des femmes. Hein. Donc beaucoup, tout un programme à la maison et on se met la barre très haut, très haut. Et on a besoin de s'occuper de soi parce qu'on oublie, on s'oublie finalement. Oui, mais c'est comme ça qu'on se sentira mieux et qu'on vivra plus longtemps. Hein. Si on ne fait pas attention à nous, si on ne fait pas attention à notre corps, à notre esprit, eh ben, le stress va nous ronger et c'est pas bon. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de pathologies qui viennent du stress. Oui, voilà. Et c'est dû à la peur. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, il est très important de prendre soin de soi. Il y a une chose que je voulais souligner par rapport à l'hypnose. Alors, il y a des personnes, par contre, pour qui c'est pas indiqué. Alors, les personnes qui ont des troubles psychiatriques, là, c'est seulement sur conseil du psychiatre, c'est-à-dire si le psychiatre prescrit d'être accompagné d'un hypnothérapeute dans le travail du développement de la personne. Sinon, des personnes qui ont des troubles psychiatriques comme la schizophrénie, les maniaco-dépressifs, les pervers et tout ça, ceux-là ne peuvent pas être traités par l'hypnose. Ça, c'est important à noter. Merci beaucoup encore une fois. Merci d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir. On vous recevra avec des thèmes vraiment spécifiques à la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Et on espère vraiment de tout cœur que les choses s'apaisent et que l'on puisse aussi retrouver notre vie normale, hein, que l'on puisse retrouver nos familles, nos gens que nous aimons, se retrouver, aller à des concerts, travailler normalement, voyager, échanger. Et une pensée à tous nos amis compatriotes qui sont dans les 4 coins du monde et qui n'arrivent pas à rentrer en Algérie. Nous avons une pensée à eux et qui ont leurs enfants ici ou ailleurs. Nous avons vraiment une forte pensée à toutes ces personnes en cette période de pandémie. Courage, vraiment, en espérant être vraiment ce rayon de soleil qui vient réchauffer le cœur de ceux qui sont seuls. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci. Et quant à nous, écoutez, mes chers amis, on se dit au revoir pour mieux se retrouver dimanche prochain. Thala ouna fil Jazair et à bientôt.